Aujourd'hui, je vais faire la présentation des librairies que j'ai créées, du code que j'ai fait pour les NetCDF et les Variational Autoencoders dans le cadre d'une recherche, d'un stage de recherche pour la professeure Julie Carrois à Polytechnique. On va commencer par les fichiers NetCDF sur Python. Ok. Alors, comme vous savez, les fichiers NetCDF, il y a déjà une librairie faite en Python pour faciliter l'extraction de données, mais j'ai poussé encore le concept pour que ce soit encore plus facile à traiter, surtout dans le cadre des bases de données qu'on utilise avec JDCaro. Tout d'abord, ici, cette librairie est faite en sorte que quand tu l'importes, tu dois juste changer cette variable qui est le path de qui est c'est ça, l'endroit où se situe le dossier de votre NetCDF. Et ensuite, c'est ça. Si vous changez ça, ça devrait se passer automatiquement ensuite. Vous allez avoir votre dataset nécessaire et vos variables principales qui vont être utiles pour vous. Ici, j'ai défini comme les variables principales qui sont adaptées pour le Québec. Vous voyez ici, c'est des petites matrices quand même, parce que si j'aurais fait des matrices trop grandes, j'aurais pas pu les entraîner sur mon ordinateur. Ok. Ça, c'est les matrices. On aurait besoin de cette liste après. Et celle-là aussi. Ça, c'est les positions, les index relatives pour cette variable lat g long g. Et ça, c'est pour la carte qui utilise un système différent. C'est pour ça qu'on a des coordonnées différentes. Ok, c'est une variable importante. On va passer à la fonction mapper. Cette fonction est simple. Vous pouvez voir que tu as qu'à mettre la matrice nécessaire, le nom de ce que vous voulez. Puis avec le nom, il va la sauvegarder au bon endroit avec le bon nom. Si vous décidez de faire en sorte qu'il le sauvegarde, ce paramètre, vous pouvez la changer. Euh, la plupart des paramètres ici sont optionnels. J'ai déjà mis j'ai déjà mis des valeurs de base pour ces paramètres, mais vous pouvez tous les changer en code pour adapter pour votre situation spécifique. C'est ça. Je vais vous montrer après ce que ça donne, mais ça fait juste créer une carte avec une représentation en couleur de ce que vous avez dans la matrice. Tout ça, je peux vous montrer ça après. Ensuite, c'est le map grid ici. Le map grid, c'est exactement ce que ça fait ici, sauf qu'au lieu de une carte, ça fait une matrice de cartes. Alors, plusieurs cartes dans une seule image. C'est plus utile, à mon avis, dans ce que nous faisons. Et ça sauve beaucoup de temps, ça automatise. Ça automatise le processus et je vais vous montrer ça après. Ok, on est maintenant ici dans la section de l'analyse de saison. Souvent, ce qu'on aime faire avec ces bases de données, c'est prendre des saisons spécifiques pour faire des opérations spécifiques. Ici, j'ai fait une fonction qui facilite ce processus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer l'index de la saison, dont 0 c'est l'hiver et vous pouvez détruire les autres. Tous les restes des tout le reste des paramètres sont déjà définis par rapport sont déjà définis quand si tu mets le path de la base de données. Mais généralement, tu changes l'opération pour faire des opérations intéressantes qui sont adaptées à votre situation. L'opération de base, c'est le maximum. Mais tout ce que vous avez à faire pour faire d'autres opérations, c'est ici, je fais un exemple. Tu gardes ça et tu fais juste changer le retour. Tu gardes le input parce que ça, c'est nécessaire pour comment j'écris la fonction ici. Parce que c'est la fonction qui va décider les dates puis les coordonnées. Mais toi, tu décides de la transformation finale qui va output. Ah, ok, ici, j'ai quelque chose à changer encore dans cette, euh, dans cette librairie. Et ça, c'est les stats de base, ils vont changer le max, le min, les quartiles, la moyenne pour la base de données spécifique que vous allez mettre à l'intérieur. Ok, je vais ensuite vous présenter la librairie des VAE, qui est à mon avis un peu plus raffinée. Là, il faut que je fasse quelques changements de même. Je vais voir des erreurs.
Ok, ça c'est évidemment en passant, si vous voulez faire des changements à votre situation, c'est à vous de voir. Il y a quelques endroits où ce serait pertinent, mais généralement, ça devrait être pas mal correct pour la plupart des choses, ces librairies. Ok, ça c'est la classe VAE de cette librairie. Il y a juste une seule classe dans cette librairie. Alors, tout ce que vous allez faire pour faire ce VAE, au début, quand vous initialisez, vous devez mettre le input shape. Alors, c'est quoi la forme de votre input? C'est un peu clair. Sous forme de tuple, normalement, tuple. Euh, et après, vous devez donner le latent space shape. Si on va faire, si on va générer si on va faire des sampling pour faire la génération. Euh, Quand on va utiliser le VAE pour faire des constructions. C'est ça. Puis toutes les variables sont sauvegardées dans l'objet. Euh, Il n'y a pas grand-chose ici. En tout cas, la façon que ça marche, comment je le connais, c'est que tous les VAE ont cette structure de base qui est partagée. Il y a le input à la fin et pour l'encodeur, par exemple, on a le input, on a le flatten à la fin euh, la, euh, pour faire les layers du latent space et du sampling. Tout ça, c'est déjà fait. Généralement, si vous mettez juste le input shape et le latent space shape, tout devrait se faire automatiquement. Pour le décodeur, même chose. On met input ici parce que après ça va être utile pour lier les deux, l'encodeur et le décodeur ensemble pour faire un modèle complet à entraîner. Quand on entraîne le modèle au complet, ça va entraîner ça va entraîner le encoder et le decoder aussi. Alors, on va pouvoir les réutiliser. C'est pour ça qu'on le sépare ici. Ici, encore une fois, on a input shape, flatten à la fin, puis à la fin, on reshape pour le input. Alors, normalement, ça devrait tout marcher. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez des bugs. Ça, c'est les réponses. Ok. Euh, Là, on doit, ici, on a une fonction pour build, le encoder et le decoder. Ça, c'est dans le cas où vous voulez changer le encoder ou le decoder. Là, vous pouvez le rebuild à chaque fois que vous le changez. C'est très simple. On prend chaque layer puis on le lie au prochain. Chaque layer se pointe à l'autre, c'est l'input de l'autre. Puis à la fin, on a un modèle qui est quand même correct. Et puis à la fin, on build le modèle complet. Alors on utilise le encoder comme input, on fait enlever un input. On traite nos modèles, on peut traiter dans le API fonctionnel de TensorFlow, on peut traiter les modèles comme des layers. Puis là, on pointe le input au encoder au decoder, puis à la fin, on a notre modèle au total. C'est ça. Ça, c'est la librairie de VAE. Là, je vais vous montrer un exemple comment j'ai utilisé ça pour faire une analyse de tous les hivers du fichier net CDF Tmax. Ok, on commence avec les librairies de base. Il y en a beaucoup, vous pouvez tous les checker, je vais pas passer par-dessus, mais il y a NetCDF, NumPy, Matplotlib, tous les trucs TensorFlow, Matplotlib a été importé 2 fois. Mais c'est ça, ça c'est tous les trucs de base. Et ça c'est nos propres librairies à nous. On a librairie de VAE et la librairie NetCDF. Et ici, comme expliqué en tout, t'as qu'à apprécier le path, de la valeur dans cette librairie et ça devrait tout remarcher. Euh, de, ok. Et puis là, on fait le test data. Uh-huh. Ouais, ça ici, j'ai extrait une, euh, une carte, une matrice cohérent avec les coordonnées du Québec. Ici, j'ai extrait les coordonnées du Québec. Puis, ça m'a donné ça avec la fonction mapper, ce qui est comme ce qu'on prévoyait. Ici, j'ai justement pris j'ai fait une matrice avec tous les hivers de toutes les années de la base de données. Le mode data, c'est ce que ça sert. J'ai pas fait d'opération spéciale parce que je vais faire une analyse juste des patterns du Tmax de l'hiver. Ici, vous pouvez voir le shape, il y a, désolé, 30 069 jours au total, tous les hivers combinés. Ok. Ici, j'ai démontré le grid. Le grid, il marche super bien, comme vous pouvez voir.
Ici, j'ai dit 2 par 4. J'ai utilisé les données du data que j'ai extrait ici. J'ai pris le path pour que ça aille au bon endroit. Comme vous pouvez voir, ça marche relativement bien. Ici, vous pouvez préciser n'importe quel path comme vous voulez. Là, la partie intéressante. J'ai fait comme tantôt je vous ai expliqué, tout ce que vous allez faire, vous allez préciser encoder, decoder, les layers de plus que vous voulez. Donc, les layers de base ne vont pas changer d'un modèle à l'autre, mais vous pouvez changer les layers intermédiaires. Puis après, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez appeler l'objet, vous entrez euh, ces listes pour préciser que ça, c'est les layers que vous voulez ajouter. Évidemment, il faut que ce soit cohérent, les layers doivent être cohérents entre elles. Et ça devrait tout bien se passer. Et aussi, c'est ça. Tous les layers devraient être cohérents. Si il y a des erreurs, souvent ça arrive, c'est parce que les layers sont pas cohérents. Soit entre les layers dans les modèles ou entre les modèles. Et ça, il faut faire attention. Ça, on build tous les trois, l'encoder, le decoder et le VAE. On le compile. Si vous êtes habitué à TensorFlow, vous savez qu'est-ce que c'est. Sinon, je vous conseille de voir quelques documentations et faire quelques cours. Et après, ici, on l'entraîne. Ça, c'est l'entraînement. J'ai normalisé, moi personnellement. Vous pouvez le faire ou pas. J'ai normalisé le input pour faciliter l'entraînement. Et c'est et c'est ça que j'ai fait. Ici, ça prend un peu un bout pour entraîner. Et ça, c'est la génération. Ah, ok, je vais trop vite. Là, on fait des random samples qui sont cohérents avec les dimensions qu'on a données au latent space. On peut prendre le decoder, comme je vous ai dit, parce que on peut reséparer. Parce que chaque layer s'entraîne soi-même, puis là, après, on reconstruit faire le decoder ici. On fait un prediction avec le random sample. Ok, c'est ça. On fait un prediction. Là, je l'ai reshape parce que la forme est bizarre. Juste pour être sûr, ça donne fort pour un mapping. Puis à la fin, je mets tout ensemble. Je fais un mapping avec la fonction mapgrid du NetCDF. Puis ça fait le travail. C'est donc, c'est généralement tout. Ça, c'est la base. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Mais ça, c'est généralement dans le cadre du cours, dans le cadre du stage avec la professeure Julie Caro. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et si vous voulez voir le code, vous pouvez toujours aller le voir sur GitHub. Mais sinon, c'est pas mal ça. Pour certaines, je vous conseille de faire des adaptations dans le code pour votre use case. Mais sinon, passez une bonne journée.